qui c'est la puissance invitante, c'est-à-dire le réseau européen de solidarité Ukraine. Ce réseau a été constitué en mars de cette année, peu de temps après le démarrage de l'agression russe contre l'Ukraine. Et il est composé de militants et militantes d'organisations et mouvements politiques, syndicaux, féministes, écologistes français. Il a des correspondants dans une bonne trentaine de pays en Europe, mais maintenant même ça va jusqu'à la Corée du Sud et à la Nouvelle-Zélande. Et il a plusieurs caractéristiques. Ce n'est pas le seul réseau de solidarité avec l'Ukraine qui existe en France, hein, mais il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est fondé sur une plateforme assez précise, qui est une plateforme de soutien à la résistance du peuple ukrainien contre l'agression, résistance du peuple ukrainien dans toutes ses formes, c'est-à-dire sous sa forme armée et non armée. Il se prononce aussi pour, et donc, comme on dit dans la plateforme, la résistance du peuple ukrainien dans toute sa diversité. Il se prononce par exemple pour l'abolition de la dette ukrainienne, pour l'accueil des réfugiés, mais sans qu'il y ait discrimination entre réfugiés, notamment les réfugiés d'Ukraine, mais comme d'autres réfugiés de guerre. Il se prononce aussi pour le soutien à toutes les forces, là aussi dans leur diversité, qui en Russie ou au Bélarus luttent contre la guerre. Ce réseau a une autre caractéristique. Il est particulièrement actif en solidarité avec les forces progressistes en Ukraine. Quand je dis forces progressistes, je veux dire des mouvements politiques, des mouvements syndicaux, des mouvements féministes, des mouvements écologistes qui existent en Ukraine, et bien entendu qui font partie du peuple ukrainien, mais qui ne sont pas, bien entendu, le peuple ukrainien, et qui sont souvent, d'ailleurs, critiques par rapport à certaines options politiques du gouvernement ukrainien actuel, mais qui tous participent à leur défense de leur pays. Nous avons, par exemple, parmi nos camarades, je peux dire camarades, et même en ce qui me concerne personnellement, amis, des gens qui sont tombés, des gens qui sont morts, et notre camarade Maxime Boukevitch, militant antifasciste et des droits de l'homme, qui est actuellement prisonnier des forces russes, prisonnier de guerre, et dont nous n'avons pas de nouvelles. Les toutes dernières nouvelles que nous avons, c'est qu'il y a eu un échange de prisonniers récents qui ont concerné 2 soldats de son unité et qu'il serait toujours en vie, mais évidemment nous maintenons la pression pour avoir de ces nouvelles. Voilà, j'ai oublié de me présenter moi-même. Moi, je suis Bernard Dréano, je suis le président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, le CDTIM, et je suis aussi membre d'une association qui s'appelle l'Assemblée européenne des citoyens, qui participe à des activités, à des partenaires en Ukraine et en Russie depuis une trentaine d'années. Je profite, je réinterviendrai dans le cours de la discussion, mais je profite tout de suite que j'ai la parole pour vous préciser que nous organisons, nous résume, mais avec beaucoup d'autres forces, une manifestation vers l'ambassade de Russie samedi prochain, 10 décembre, à partir du Trocadéro, à partir de 15h, et donc on ira vers l'ambassade de Russie. Cette manifestation est soutenue par de nombreuses forces, dont, c'est important à souligner, la Confédération Générale du Travail, la CGT, la Fédération Syndicale Unitaire, le syndicat enseignant, et l'Union Syndicale Solidaire. Je crois que c'est très important de le souligner parce que ce n'est pas tout à fait n'importe quoi comme force. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, je ferai d'autres annonces au fil de la réunion, et je vais passer la parole à notre amie Daria Sapourova, qui est ukrainienne et qui va nous parler un peu de la situation. Et qui va se présenter elle-même. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ukrainienne, mais ça fait longtemps que j'habite en France, depuis 2009.
Donc voilà, il faudrait quand même que je dise d'où je parle. Je ne suis pas une militante ukrainienne au sens où je ne milite pas en Ukraine depuis de nombreuses années. Je fais partie du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine et en même temps, j'ai ma famille en Ukraine, mes amis qui sont en Ukraine et je suis proche du mouvement social en Ukraine, même si je ne suis pas membre de cette organisation. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire au sein du réseau, c'est et aussi à l'extérieur, c'est de porter la perspective de cette organisation et puis d'autres organisations de gauche, syndicales, progressistes ukrainiennes ici en France. Donc, bon, aujourd'hui, je vais dire peut-être des choses assez générales, simplement pour rappeler l'importance de partir du point de vue de la résistance et non pas d'un point de vue géopolitique, voilà, comme on l'a vu au cours de ces derniers mois se développer dans une grande partie de la gauche radicale. Et il me semble que nous sommes en fait de ce point de vue-là dans un moment assez charnier. Donc, puisque depuis quelques mois, comme vous le savez tous, l'armée ukrainienne mène une contre-offensive très réussie, donc d'abord dans le nord-est du pays et puis maintenant aussi dans le sud, avec une reprise récente de la ville de Kherson et avec aussi des rumeurs maintenant qui commencent à se proliférer sur peut-être un départ prochain de l'armée russe de la centrale de Zaporizhzhia. Donc une contre-offensive à laquelle Poutine a répondu par l'annexion des quatre régions du sud et de l'est, par une mobilisation massive en Russie et aussi maintenant, donc depuis plus d'un mois, une stratégie vraiment qui vise à priver les populations civiles de lumière, de chauffage, d'électricité pendant l'hiver. Donc sur le fond de cette situation, on a donc des prises de position et des manifestations aussi dans différents pays, en Italie, aux États-Unis, qui commencent à se multiplier sous l'étiquette de mouvement pour la paix, pour pousser un cessez-le-feu immédiat et pousser les gouvernements des pays occidentaux d'arrêter la livraison d'armes à l'Ukraine. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il me semble toujours important de rappeler le point de vue de la résistance et non pas le point de vue géopolitique. Donc voilà, vous savez très bien que la guerre en Ukraine a creusé un certain nombre de fractures déjà présentes au sein de la gauche radicale, donc qu'il s'agisse de la conception que l'on se fait d'internationalisme, de la valeur qu'on accorde aux luttes populaires pour la démocratie et l'autodétermination nationale, ou encore des stratégies concrètes de la lutte anti-impérialiste. Voilà, ces fractures en fait existaient déjà et voilà, Edoui Plenel le rappelle très bien en fait dans son livre. Donc on peut évoquer la guerre en Syrie, mais voilà, ça remonte peut-être encore beaucoup plus loin, puisque ce qui s'engage là, c'est aussi une certaine le rapport en fait que les organisations de gauche partout dans le monde ont avec la mémoire de l'URSS. Et ces fractures, donc aujourd'hui, se font voir aussi bien au niveau des analyses théoriques que de la pratique. Donc il y a d'un côté une partie de la gauche qui s'attache à la grille de lecture purement géopolitique, qui continue à analyser la guerre en Ukraine principalement comme une guerre de confrontation interimpérialiste, comme une guerre par procuration des États-Unis avec la Russie. Et donc du côté de cette gauche-là, on voit donc soit une solidarité purement déclarative, soit vraiment une haine à peine cachée vis-à-vis d'un mouvement de résistance que l'on cherche alors à réduire soit une mobilisation verticale reposant sur l'obsession nationaliste du gouvernement de Zelensky, soit donc à une résistance nationaliste vraiment radicale, voire néo-nazie. Bon, on l'a vu ça aussi malheureusement du côté
côté des camarades reprendre ces termes du régime poutinien. Et puis d'un autre côté, il y a une tentative d'analyser la guerre en Ukraine plutôt comme une agression proactive du type colonial à partir de l'hypothèse de la spécificité de l'impérialisme russe. Et voilà, d'ailleurs, la spécificité qu'il s'agira encore de déterminer les caractères. Donc je pense que dans les années à venir, on va avoir un renouvellement de la théorisation de ce que c'est que l'impérialisme aujourd'hui, puisque voilà, ces 30 dernières années, dans les théories comme celle de David Harvey et autres, l'impérialisme, c'était voilà, l'hégémonie des États-Unis et donc à des politiques qui passent essentiellement par les réformes néolibérales et non plus par la guerre. Donc il va falloir repenser tout ça à la lumière des événements récents. Et donc voilà, donc, si on considère donc l'agression russe comme une agression impérialiste, ce mouvement donc cette analyse théorique va aussi avec une pratique de solidarité par en bas avec les mobilisations populaires en Ukraine qui privilégient le point de vue des organisations syndicales, qui privilégient le point de vue des organisations progressistes. Et voilà, et ça revient à reconnaître le droit du peuple ukrainien à résister par les armes. Et voilà, donc aussi reconnaître le fait que cette résistance déborde largement le cadre de l'État. Donc juste pour rappeler, les problèmes qui sont liés au réductionnisme géopolitique. Donc le premier problème consiste à faire l'impasse sur l'agentivité du régime poutinien et de la classe dominante russe. Donc bien évidemment, il ne s'agit pas de nier que ce régime résulte d'un certain nombre de phénomènes qui ont été impulsés par les pays occidentaux. Donc la thérapie de choc qui a été imposée à la Russie au début des années 90, la poursuite de l'extension de l'OTAN, l'intégration de nombreux pays de l'Est dans l'Union européenne, etc., etc. Mais le régime poutinien, la classe dominante russe, s'est constitué en fait dans le cadre de cet effondrement économique et social des années 90. C'est cette classe-là précisément qui en a largement profité, et c'est toujours cette classe-là qui profite de la guerre. Donc ce ne sont pas du tout les classes populaires en Russie qui en profitent. Ensuite, donc, le deuxième problème de l'analyse donc purement géopolitique, c'est qu'il néglige très souvent la dimension postcoloniale des rapports entre la Russie et l'Ukraine, donc minimise la longue histoire de l'impérialisme russe, qui a été perpétuée de manière spécifique par la Russie soviétique sous couvert de l'idée de l'amitié entre les peuples et de l'association volontaire des républiques. Et en fait, voilà, il faut tenir compte du fait que aujourd'hui, la Russie donc est un pays qui continue à intervenir chez les voisins, non seulement en Ukraine, mais aussi domine encore les anciennes républiques soviétiques, la Biélorussie, une intervention au Kazakhstan juste avant l'invasion de l'Ukraine, la guerre en Géorgie en 2008. On voit aussi en Russie typiquement une division du travail propre à la condition postcoloniale, c'est-à-dire que vous allez voir en Russie les travailleurs issus des pays de l'Asie centrale qui occupent les travaux les plus précaires, les plus durs, les plus mal payés, etc. À l'intérieur même de la Russie, donc il y a à peu près 200 000 peuples qui ont été colonisés par l'Empire russe. Donc il ne faut pas oublier en fait cette dimension coloniale de la Russie elle-même qui est vraiment gommée dans l'approche géopolitique.
Troisième problème, c'est que cette approche fait abstraction des rapports de classe en Russie et du rôle que cette guerre joue à la fois sur le plan idéologique, politique et social pour la consolidation du capitalisme oligarchique d'État en Russie. Donc il faut vraiment relier ce qui se passe aujourd'hui avec la crise de 2008 qui vraiment pour la première fois fait vaciller la popularité du régime poutinien qui ne pouvait plus offrir la stabilité et la prospérité en échange de la docilité politique. Donc on a vu en 2011-2012 les manifestations contre les élections truquées, donc les manifestations anti-poutiniennes massives. Et donc cette vague de lutte qui a été étouffée de manière très ferme marque un tournant répressif du régime, un tournant militariste. Et 2014, donc l'intervention de la Russie en Ukraine s'inscrit pleinement dans ce tournant répressif et militariste. Donc on peut voir en fait cette intervention de la Russie en Ukraine comme une opération de pacification à la fois sociale à l'intérieur de la Russie et comme de pacification du type colonial. Donc il s'agit à la fois de garder l'Ukraine dans la zone d'influence russe, mais aussi de se servir de la guerre comme l'instrument dans la lutte des classes à l'intérieur de la Russie elle-même pour maintenir et renforcer la domination du régime à l'intérieur de la Russie elle-même. Enfin, donc, dernier problème, c'est qu'on assiste avec cette analyse à la négation de l'agentivité des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Or, c'est précisément l'irruption inattendue pour tout le monde de la résistance populaire qui a réussi à repousser l'armée russe dès les premiers mois de la guerre, qui a vraiment déjoué toutes les prévisions d'experts fondées sur les conditions objectives données. Voilà, on parlait de l'armée russe comme la deuxième armée du monde, et puis on a vu les Ukrainiens résister les premiers mois, alors que même les livraisons d'armes étaient vraiment en dessous même des besoins de défense élémentaire. Donc voilà, il me semble qu'il faut vraiment insister sur la nécessité de partir de ce point de vue, puisque la résistance ukrainienne a permis non seulement jusque-là de retenir l'élargissement de l'escalade, de prévenir l'invasion de tout le pays. Elle a également ouvert les possibilités objectives pour d'autres crises subjectives, donc pour d'autres soulèvements contre l'ordre capitaliste mondial, qu'il soit gardé par les puissances occidentales ou par les régimes comme celui de Poutine, donc l'ordre capitaliste mondial qui est de plus en plus autoritaire et écocide. Donc, tout d'abord, cette résistance a ouvert la possibilité pour les Ukrainiens eux-mêmes de sortir définitivement de l'état de guerre qui dure quand même depuis 2014 et d'achever la révolution démocratique commencée donc avec le soulèvement de Maïdan et qui a finalement été tué dans l'œuf précisément parce qu'elle a été suivie par l'annexion de la Crimée et la guerre qui a commencé dans le Donbass. Et qui finalement a été arrêté, y compris dans les territoires ukrainiens qui restaient sous le contrôle du gouvernement, puisque c'est tout simplement un autre clan oligarchique qui est venu au pouvoir et qui se servait de la guerre pour continuer à mener des réformes, et même des réformes accélérées néolibérales dictées par le Fonds monétaire international. Mais maintenant, il y a une possibilité pour cette révolution démocratique d'être achevée après la guerre et on peut espérer se transformer en une révolution sociale. Ensuite, la possibilité pour des mouvements décoloniaux de se développer en Russie,
Bien évidemment, pour l'instant, ça reste au niveau de l'espoir, mais nous avons quand même vu pendant la première vague de mobilisation en septembre des manifestations importantes au Daghestan, aussi en Yakoutie. Donc on va voir aussi si ces mouvements continuent à se développer, à grandir. La possibilité aussi en Russie pour des soulèvements politiques et sociaux sur fond d'une mobilisation où les gens vont à contre-cœur et donc on peut espérer que des mouvements contre cette mobilisation vont grandir, même si pour l'instant elles sont encore faibles. Et aussi, donc enfin, une possibilité d'amplification des mouvements sociaux en Europe et ailleurs sur fond de l'inflation, de la crise énergétique. Donc encore une fois, il y a eu des manifestations cet automne. Il s'agit aussi de voir comment cela va se développer. Alors bien évidemment, cette déstabilisation qui a été créée par l'invasion de l'Ukraine et par la résistance prolongée du peuple ukrainien, ça comporte aussi des dangers. Il y a aussi tout un ensemble de phénomènes morbides qui prolifèrent, donc la poussée de l'extrême droite, du complotisme, la décomposition de la gauche, la décomposition des solidarités internationales, sous l'effet de la capitulation à la logique des blocs impérialistes, une militarisation généralisée de la société, etc., etc. Et donc, en fait, la question stratégique, c'est précisément de savoir comment à la fois soutenir la résistance ukrainienne et tout en saisissant les possibilités de rupture que celle-ci offre, en fait, sur beaucoup de niveaux. Voilà. Et donc, juste pour terminer, c'est dire que soutenir la résistance, bien sûr, mais bien évidemment sans la romantiser. Et je pense que c'est ce qu'on fait dans le réseau, ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois de soutenir la résistance populaire, mais en même temps informer et alerter sur les lois antisociales, les réformes antisociales que le gouvernement ukrainien cherche à passer en pleine guerre, donc en se servant de la loi martiale comme prétexte. En gros, soutenir surtout cette frange de la résistance qui est à la fois dans et contre, donc qui mène un double front, à la fois contre l'invasion et aussi pour la reconstruction de l'Ukraine sur des bases plus progressistes que le gouvernement néolibéral de Zelensky. Merci. Merci beaucoup, Daria. Je vous lis un message qu'on a reçu il y a quelques minutes. C'est un message de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Chers amis, je vais y arriver. Dans ces moments difficiles, la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie est solidaire et partage les souffrances du peuple et surtout des femmes et des enfants d'Ukraine victimes d'une guerre d'invasion impérialiste par la Russie. Nous rendons hommage à leur courage et soutenons leur résistance. La Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Et j'ai quelques petits, comme ça il y aura quelques petites interventions illustratives ou annexes, mais je vais d'abord maintenant passer la parole à Jalina Jmapueva. Je m'excuse si j'écorche son nom. D'abord, je voudrais la remercier parce qu'elle arrive complètement à la dernière minute, parce que notre camarade Xenia, qui devait intervenir, est malade. Elle fait partie du mouvement Russie Liberté, qui est extrêmement actif en France, et je lui passe la parole pour qu'elle nous dise 2 mots. Oui, merci pour nous inviter. Je n'étais pas prêt pour faire le parole. En plus, je ne suis pas porte-parole de notre association, alors je serai très bref. Je suis membre de la Russie Liberté. Notre association est de 10 ans. Nos 3 principes généraux, c'est victoire pour l'Ukraine,
sécurité pour l'Europe et la liberté pour la Russie. Daria, gentiment, elle a dit que le régime de Poutine il est impérialistique, mais je trouve que ce mot il est trop simple et léger. On trouve aussi qu'il est terroristique, parce qu'on voit, c'est ce qu'il fait dernièrement. Il bombarde, il détruit l'infrastructure civile à l'Ukraine. On a vu les résultats à Boutcha, Mariupol. Aujourd'hui, on a reçu les nouvelles que Tumso Abdurrahmanov, c'est un opposé de Kadyrov, il était tué en Suisse. Oui. Alors, j'étais en France depuis 18 ans. Je n'ai jamais voté à Poutine. J'étais née et j'ai grandi dans la famille anti-poutiniste à fond, mais à cause de ça, on a parti de la Russie. Mais même moi, je sens la culpabilité et la responsabilité parce que je suis quand même la partie de culture de la Russie. Et je pose les questions à moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ne veux pas plonger dans cette culpabilité. Je veux récupérer cette énergie et de faire quelque chose contre le régime de Poutine et tout pour la victoire de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire ici en France? Nous avons plein de choses à faire plus ici. Par exemple, on peut se battre contre la propagande. On a eu nombreuses manifestations qui s'appellent Stop Broadcasting, où on parle que les satellites Eutelsat, ils donnent leurs satellites pour propager la propagande en Russie. Et on peut tous être solidaires et faire quelque chose ici en France contre ça. Les sanctions. Navalny, nous avons 6 000 noms de jeunes à sanctionner. On ne sait pas combien de gens il y a ici en France, mais c'est les gens qui ont le pouvoir sur le régime de Poutine. Et ce n'est pas un petit peuple à Novosibirsk qui a le poids pour détruire le régime de Poutine. C'est vraiment ce genre de gens qui ont vraiment le grand pouvoir. Ils sont là en Europe en train de profiter de leur vie et on ne fait rien. Et le troisième, ces derniers temps, à l'Association pour l'Ukraine, il a fait une grande manifestation. Il a informé tout le monde qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient déportés en Russie. C'est les enfants ukrainiens. Il y a 10 000 demandes officielles des parents et des gens proches. C'est que l'Ukraine et la Russie qui ont informé que leurs enfants ils sont en Russie. Ce n'est même pas les orphelins et on ne sait même pas combien des orphelins encore ils sont en Russie. C'est minimum 10 000. C'est-à-dire que c'est 10 000 jusqu'à 300 000 enfants ils sont en Russie. Et nous, c'est là où on peut faire aussi quelque chose, de parler avec les gouvernements, de parler avec Croix-Rouge, UNICEF, de trouver quelques structures, le système pour récupérer ces enfants. Ça, c'est les parties du peuple sur qui nous avons la responsabilité. Ils ne peuvent pas se... Comment je peux dire ça? Oui, j'ai oublié ce mot en français, je suis désolée. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis vraiment contente de voir vous tous et j'ai beaucoup de motivation. Si on sera solidaires, si on sera tous ensemble, je pense qu'on aura des résultats. Parce que même si je parle au nom du Russe opposé au régime de Poutine, je comprends que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas autant forts comme Poutine. Parce que Poutine, c'est une dictature. Ce n'est plus autocrate, c'est vraiment une dictature. Les lois, les lois en Russie, ils sont au niveau plus grave et plus grave. Et nous, on a besoin vraiment de l'aide de tout le monde pour se battre. Merci beaucoup. Merci Janina et merci encore pour cette intervention qui est vraiment au pied levé puisque on a appris que Xenia ne pouvait pas venir il y a
une heure. Et que voilà. Donc encore merci. Je rappelle au passage que dans les résistances à la guerre en Russie en ce moment, il y a un réseau extraordinaire qui s'appelle, dans l'acronyme russe c'est FAS, qui est le réseau féministe anti-guerre en Russie, qui est dans des dizaines de villes et qui nous donne des informations, ça transite par diverses voies, qui nous donne des informations extrêmement précises sur ce qui se passe dans plein de petites villes, dans les républiques autonomes. C'est un truc assez extraordinaire qui mérite d'être souligné. Juste avant de passer la parole à l'orateur suivant, je voudrais demander à Jean-Pierre Pasternak peut-être de nous dire un mot au nom de l'Union des Ukrainiens de France qui voulait saluer ce meeting. Jean-Pierre Pasternak ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Oui, ou alors tu prends le... brièvement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bravo pour votre initiative. Nous sommes tous là pour être unis. Albert vient d'apercevoir le nom de Mémorial 98 et du collectif pour l'Ukraine, pour notre liberté et la vôtre. Et toute la gauche, presque toute la gauche, malheureusement c'est pas toute la gauche, malheureusement. Mais nous sommes tous présents. L'important, c'est comme les intervenants l'ont dit, on est là pour s'unir, car c'est notre combat à tous, pour notre liberté, pour la démocratie, pour nos valeurs. L'ennemi aujourd'hui, c'est l'impérialisme. L'impérialisme aujourd'hui, les Russes. L'impérialisme russe avec toutes ses atrocités. Donc, bravo encore pour cette initiative, pour la grande manifestation à laquelle nous attendons tous. Et encore plus du 10 décembre prochain, samedi 14h, donc place du Trocadéro, marche de la liberté vers l'ambassade de Russie. Donc les points qu'a soulevé entre autres Xenia, merci. Jalina, parce que c'est marqué Xenia. Ah pardon, Jalina. Zalina, pardon, excusez-moi, Zalina. Voilà, se battre contre la propagande, c'est vrai que c'est très important parce que la propagande continue sur notre continent, jusqu'en France, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Afrique, avec la diffusion des chaînes propagandistes, Russia Today, etc., diffusées par une société française, Eutelsat. Donc nous avons en effet pris part à des manifestations et des courriers avec entre autres l'association d'Hydro, ensemble avec des représentants des réfugiés ou des démocrates russes. Merci d'avoir soulevé ce point-là. Les sanctions, oui, donc les sanctions c'est très important. Quand on entend le message de Poutine en disant les sanctions n'ont aucun effet, c'est tout ce que Poutine dit, de toute façon il faut comprendre l'inverse. Donc si ça ne fait pas d'effet, en effet ça fait effet, et ça fera effet pour faire bouger les Russes sur place, pour qu'enfin ils puissent se soulever contre ce régime totalitaire qui les Russes sont les premiers à en souffrir. Et troisième point, très important également, donc la déportation des enfants. Comme Zalina l'a dit, donc minimum c'est 10 000 répertoriés mineurs isolés, mais ça va jusqu'à des centaines de milliers, 300 000, ça s'appelle 300 000, donc c'est énorme. Hein, ce sont des enfants qui sont déportés en Russie pour être russifiés. Donc imaginez que si on n'arrête pas Poutine, l'armée de Poutine aujourd'hui, bah, ces enfants qui ont ne serait-ce que 10 ans aujourd'hui, dans 8 ans, parce que 2014, 2022, ça fait 8 ans, donc bah, dans 8 ans, ils vont recommencer, et ces enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, ils auront 18 ans et seront envoyés en Ukraine pour aller tuer leurs propres frères et leurs propres sœurs. Donc appel à la Croix-Rouge, et pardon, à l'UNICEF, voilà, merci Albert. Croix-Rouge, UNICEF, qu'ils fassent leur travail, qu'ils fassent tout pour retrouver et libérer ces enfants pour qu'ils puissent rentrer en Ukraine.
la Croix-Rouge, on prépare un courrier justement au nom de l'Union des Ukrainiens de France à la Croix-Rouge internationale pour dénoncer les exactions de la Croix-Rouge russe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la Croix-Rouge russe carrément détourne des fonds et du matériel destiné à l'aide. Et ces fonds sont récupérés par la Croix-Rouge pour aller financer l'armement russe. Donc on avait eu un entretien, on avait fait une manifestation devant la Croix-Rouge française. On n'a rien contre la Croix-Rouge française, mais pour justement qu'ils puissent faire quelque chose. On avait eu un entretien entre autres avec le porte-parole de la Croix-Rouge internationale. On a eu droit à un beau discours diplomatique. Donc on attend toujours leur réponse officielle, n'est-ce pas, Valérie ? Donc merci encore à vous tous et continuons notre combat à tous pour notre liberté à tous et pour l'avenir, pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Merci. Merci. Donc, je vais passer la parole à Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, auteur d'un livre sur l'Ukraine dont il parlera beaucoup mieux que moi, d'autant plus que je n'ai pas lu son livre. Et ensuite, j'aurai encore d'autres informations à vous donner. Bonsoir à toutes et tous. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine ni de la Russie. Simplement, j'anime un journal sans frontières qui est très honoré d'être là ce soir et qui d'ailleurs vous convie également demain au 104 à une soirée de solidarité avec la révolte, la révolution, le soulèvement du peuple d'Iran. Poutine, presque 2 mois avant le déclenchement de l'invasion du 24 février, a assassiné l'association Mémorial, qu'il avait déjà diabolisée en la présentant à partir d'une loi scélérate comme une association étrangère, comme un agent de l'étranger. Tuer Mémorial, c'est dire qu'il faut tuer le passé, qu'il faut empêcher de comprendre le passé, puisque Mémorial, en dehors de ses actions sur les droits humains au présent, faisait le travail nécessaire pour comprendre ce qui était arrivé aux différents peuples de l'Union soviétique, pour comprendre ce qui s'était passé entre le tsarisme, le moment de la révolution russe et ce qu'a représenté la très longue durée du stalinisme. Comme vous le savez, à peine avait-il déclenché l'invasion, il a fait voter une autre loi qui interdit le présent. C'est une loi qui dit qu'on ne peut pas parler de guerre, qu'on doit parler d'une opération spéciale, et elle a été complétée par d'autres dispositions jusqu'à l'interdiction de l'Union des journalistes cet été. Effacer le passé et figer le présent. Le propos du livre que j'ai publié, à partir en fait d'un parti pris de Mediapart qui s'intitulait « Contre l'impérialisme russe pour un sursaut internationaliste », c'est justement de nous inviter, pour comprendre ce présent qui nous a surpris, autant le reconnaître, qui nous a pris de court, de convoquer un passé qui nous permet de le comprendre. Je pense qu'on ne comprend le présent, et dans mon métier, c'est le présent qui est la matière première, qu'en arrivant à le mettre en perspective avec un passé qui lui donne son sens. Mon propos est, au fond, fil des réflexions qui nous accompagnent dans nos temps incertains, que vous connaissez, 2 phrases d'Antonio Gramsci, l'une qui dit « Ces moments de transition, ce sont ceux où il y a un vieux monde qui est condamné mais qui ne veut pas mourir, qui s'accroche et qui devient de plus en plus violent et barbare. Et un nouveau monde qui est là, qui est plein de petites pousses émergentes partout dans le monde, et quelles que soient les cultures et les horizons, mais qui tardent à s'imposer, qui n'arrivent pas à s'imposer. Et la phrase de Gramsci, la plus importante, c'est la suite.
Et dans cet entre-deux et dans cet intervalle où ce clair-obscur surgissent, selon les traductions, soit les phénomènes morbides les plus variés, soit, pour le dire plus directement, les monstres. Nous avons à regarder en face un monstre. Une dictature, car ce n'est pas un régime autoritaire, c'est une dictature dont l'idéologie est fasciste, elle est profondément ancrée dans une logique identitaire, de hiérarchie des humanités, de combat contre toutes les minorités, et cela ne fait que s'accentuer jusqu'aux dernières législations contre les homosexuels, de vision conquérante, de domination, d'expansion, et qui se traduit par une pratique sur laquelle je reviendrai de la guerre, qui est une guerre d'extermination, une guerre de destruction. Et pas seulement les destructions matérielles, l'extermination est dans le discours idéologique. Et ce discours idéologique, les mots précèdent toujours les crimes, est en effet un discours génocidaire. La propagande que nous avons même chroniquée en allant regarder les télévisions et les radios russes, les seules que peuvent voir les populations qui sont dans les campagnes, qui fait ce renversement totalement orwellien, monstrueux, en disant « nous combattons les nazismes, c'est une deuxième grande guerre patriotique, nous sommes face à des nazis ». Eh bien, des nazis, il faut les exterminer, il faut les détruire. Et je les cite dans mon livre, et nous les avons documentés depuis, tous les textes des idéologues poutiniens, qui parlent de désukrainisation comme une dénazification, ce qui légitime les pratiques dont on a parlé à l'instant de déportation d'enfants pour les russifier, cette vision d'un monde qu'il faut exterminer dans son identité, dans sa culture, dans son histoire, et cette trait d'égalité qui est fait entre Ukraine et nazisme. Et l'autre phrase de Gramsci qui guide un peu mon propos, c'est une phrase du jeune Gramsci, encore socialiste, qui est un texte très beau, très lyrique. Il dit « Je hais les indifférents ». Et il explique combien l'indifférence est le poids mort de l'histoire. Combien c'est quand on se trouve toutes les bonnes raisons, rationnelles, théoriques, géopolitiques, théoricistes, d'argumentation sur des bouts de virgule, pour, au fond, tourner la tête, pour, au fond, ne pas être au rendez-vous simplement des solidarités les plus élémentaires. Cette indifférence, même si nous sommes là ce soir, mais il y a beaucoup de têtes blanches, et j'en suis une, même si je trompe en apparence, montre bien qu'on a du chemin à faire. Et non, toutes les gauches ne sont pas là. Et nous devons avoir honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée la semaine dernière, où le groupe qui a rassemblé, quelque part, le camp de la gauche, la force plutôt qui a rassemblé le camp de la gauche autour d'elle à l'élection présidentielle dernière, s'est abstenu comme l'extrême droite, et l'un de ses membres a même voté contre sur une résolution qui était une pétition de principe tout à fait acceptable, quelles que soient les divergences entre les uns et les autres. Elle s'est alignée sur la position, au fond, du groupe qui est le plus lié à Poutine, qui a été financé par Poutine, qui en a l'idéologie, qui en a fait le plus grand nombre de voyages, le plus grand nombre de complicités intellectuelles et le plus grand nombre de compromissions financières. Je parle évidemment de l'extrême droite. Cette indifférence, elle vient de loin, dans une vision d'essentialisation des peuples, dans une vision d'immobilité de l'histoire, dans des déclarations profondément stupides qu'il faut qualifier comme telles quand l'on dit qu'il n'est pas dans la nature du peuple russe ou du peuple chinois ou de la Chine ou de la Russie d'être agressif et qu'en revanche ce sont les nations anglo-saxonnes qui sont guerrières, qui sont par nature impérialistes. Évidemment, c'est une façon de reprendre le discours de nos adversaires de toujours, où il n'y a pas d'histoire, où il y a des identités figées, où il n'y a pas de mouvement. En quelques mots,
une fois dit ce propos liminaire, j'ai voulu à la fois nous réveiller pour dire qu'il faut être contre l'impérialisme, contre le campisme et pour l'internationalisme. Le monstre que nous avons sous les yeux a une histoire. Et cette histoire, notamment aux jeunes générations, il faut la transmettre, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'éclipses de cette transmission que nos générations ont connues. Nul hasard si Lénine, avant la révolution russe, écrit « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Il est issu d'une génération révolutionnaire qui a été bercée par la lecture de Marx et Engels, qui ont été vus en leur temps comme des russophobes, qui voyaient le tsarisme comme le pire ennemi, la prison des peuples d'Europe, comme vraiment le monde le plus dangereux, le plus violent, le plus corrompu et corrupteur. Il y a toutes sortes de textes que l'on peut relire de Marx et d'Engels à ce sujet. En l'occurrence, la génération qui entoure Lénine, quelles que soient leurs divergences et quelles que soient leurs fautes ou leurs erreurs par ailleurs, est du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle ne confond pas les nationalismes des grandes nations dominatrices et les nationalismes des nations qui veulent s'émanciper. Sans être naïfs, pour autant, nous le savons bien, avec les guerres d'indépendance dans le tiers-monde, bien sûr que les nationalismes de peuples qui veulent s'émanciper peuvent donner, à leur tour, des pouvoirs qui sont oppresseurs de leur peuple. Mais néanmoins, leur cause initiale, qui a créé des dynamiques révolutionnaires, confère ce qui s'est passé, par exemple, en Algérie, eh bien, sont évidemment des causes justes. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est même l'acte trop oublié dans notre repli occidentalo-centré qui, au fond, projette la révolution russe sur le monde, c'est le Congrès des peuples d'Orient à Bakou, où, au fond, vont naître, d'ailleurs, dans toutes sortes de variantes, les diverses révolutions coloniales dans le chemin qu'elles vont emprunter en rejoignant l'histoire du communisme à cette époque. Et donc, il y a un intérêt, peut-être un effet secondaire de la pandémie qui nous a tous immobilisés, c'est qu'on sent que Poutine a dû lire. Et dans les textes qu'il a écrits, longs, pour légitimer ce qu'il faisait et ce qu'il allait faire, qu'on peut relire, vous le savez, il a pris la peine de revisiter la querelle des nationalités en 1922. Qui, en dehors de la question de l'autoritarisme, de la bureaucratie et des batailles perdues et qui seront perdues, et du sursaut ultime et tardif de Lénine face à Staline, est au cœur de ce moment essentiel où tout d'un coup, Lénine, qui en avait fait le commissaire aux nationalités, qui l'avait poussé à écrire sa brochure sur la question nationale, comprend que Staline est tsariste, au fond, et grand russe dans sa vision du monde, dans sa vision d'une culture, d'une nation qui doit en dominer d'autres. J'ai même l'hypothèse que dans la non informée, donc c'est une pure hypothèse intellectuelle, que dans la mesure où le projet est là depuis 2014 et où il se précipite en 2022, que peut-être la date n'est pas choisie au hasard par Poutine, dans sa vision, déçue grâce à la résistance du peuple ukrainien, d'une guerre éclair, un peu comme en Afghanistan, on tue le président, on met à la place un pouvoir fantoche et on annexe le pays, comme en 1979. Dans sa vision d'une guerre éclair, il y avait l'idée de fêter le centenaire de l'Union soviétique. Puisque 1922-2022, l'Union soviétique naît et la querelle des nationalités est à l'été 22. Et l'Union soviétique naît à la fin de l'année 22. Comme il dit dans son discours, que la fin de l'Union soviétique est le moment le plus catastrophique de l'histoire russe, combien recréer cette dimension impériale. Donc cette question des nationalités, elle est là déjà. Le poutinisme, enfant monstrueux du tsarisme, du stalinisme et du capitalisme le plus barbare et le plus violent et j'allais dire le plus mafieux, le poutinisme est l'héritier de cette histoire et de cette vision de cette histoire.
C'est pour ça que j'ai pris la peine dans ce livre, et ce n'est pas une histoire de nostalgie personnelle, je crois que c'est au contraire un héritage qu'il faut revendiquer, de revisiter les débats et les apports de l'opposition de gauche au stalinisme sur cette question. Il y a un texte de Trotsky exceptionnel, écrit en 1939, qui s'appelle « La question ukrainienne », qui qualifie le stalinisme comme une entreprise colonialiste, comme une entreprise impérialiste, qui parle de la légitime cause ukrainienne, lui-même était né ukrainien, sans patrie ni frontières, juif, on le sait tous, cosmopolite dans son histoire, mais il est né en Ukraine et il a fait ses études à Odessa. Et ce texte est comme beaucoup de ces textes des années 30 qui étaient tout à fait prophétiques, aussi bien sur le génocide que sur le nazisme et sur la Deuxième Guerre mondiale, est un texte qu'il faut relire aujourd'hui par rapport à y compris ce qui est dit dans la diabolisation par certains à gauche d'une Ukraine soi-disant nazie, soi-disant marquée par l'extrême droite. Trotsky écrit ça en 1939. Il écrit ça en 1939 dans ce moment-là et un an avant son assassinat. Je cite aussi dans le livre les textes prophétiques et tout à fait lucides de Victor Serge, qui parle dans un texte de 1946 du nouvel impérialisme russe, c'est ainsi qu'il est titré, qui décrit, et c'était possible de le faire en temps et en heure, les annexions de ce qu'on appellera les pays de l'Est comme une entreprise coloniale, pas comme une entreprise d'émancipation des peuples, mais comme une entreprise sous couvert de socialisme et sous couvert de diffusion d'idéaux communs, une annexion à la patrie prétendue du socialisme, et avec, à l'époque, déjà, les pratiques de guerre que nous dénonçons aujourd'hui. La pratique des viols était déjà documentée et légitimée par le commandement de l'armée rouge dans la conquête de l'Allemagne de l'Est, mais aussi la pratique des vols. Vous lirez bientôt sur Mediapart, par notre reporter, il tourne, elle est rentrée, il y en a un autre qui part, Mathilde Gohanek, par exemple, les vols dans les musées. Parmi ce qui est reproché au pouvoir actuel en Ukraine, il a pris le temps de construire une armée, mais il ne s'est pas occupé de prendre les dispositions. Eh bien, il y a des musées entiers qui ont été vidés, elle va le raconter, c'est pas seulement le chapardage des soldats qui peuvent se payer sur la bête, mais c'est aussi cette façon de dépouiller économiquement, culturellement, les territoires que l'on conquiert. Et donc nous sommes face à cette histoire-là, boostée par ce capitalisme sauvage, mais j'ajouterais, je suis d'accord avec l'ami russe qui est intervenu tout à l'heure, on en est pas loin d'une petite quinzaine d'assassinats depuis le 24 février, dont certains vraiment de type mafieux, de gens qui étaient dans l'oligarchie, qui se sont un peu opposés ou qui ont montré des réticences et qu'on retrouve suicidés, mais parfois on les retrouve suicidés à quelques pas de leur famille qu'ils ont massacrés, qu'ils sont supposés avoir massacrés de la pire des façons, comme exactement les meurtres mafieux où on fait un message à tout le monde. François Bonnet, de Mediapart, dans le dernier numéro du Crieur, mais c'est aussi sur Mediapart, qui a été correspondant à Moscou, qui a suivi la Seconde Guerre en Tchétchénie, puisque Poutine commence à s'imposer avec la guerre d'extermination en Tchétchénie, puis après il y a la Géorgie, et puis il y a 2014 l'Ukraine, la Crimée, et il y a la Syrie, j'y reviendrai. A fait un article assez dérangeant, parce que qui place la rationalité du régime, et c'est bien pour ça qu'au-delà du fait de soutenir le peuple ukrainien et de ne pas décider à sa place, l'espace de la diplomatie est évidemment très illusoire, il y a une rationalité dans cette fuite en avant guerrière. C'est un régime mafieux et c'est la nouveauté particulière de ce régime. C'est un régime d'un clan mafieux qui s'est accaparé les richesses d'un pays, qui se les est partagées, qui vit avec le crime. On fait toute la liste des assassinats, d'opposants, de dissidents, tout ça est dans l'article, et qui fonctionne comme un clan mafieux dans sa façon de faire, et qui a un problème de reproduction. Comment il se survit à lui-même. Car ce n'est pas un régime avec une classique base sociale.
Hein. C'est un fonctionnement d'un autre genre. Et pour se survivre à lui-même, Poutine a le même âge que moi, 70 ans, eh bien, il faut arriver à juguler la société. Il faut que la société ne puisse pas s'en mêler. Et la façon de faire, puisque cette société a commencé à se réveiller, à bouger, ben, sa façon de faire, c'est de la mithridatiser totalement par cette opération. Mon deuxième point, je galope, j'accélère un peu, contre le campisme. C'est évidemment le sujet qui nous parle le plus ici et qu'il faut aborder d'autant plus que c'est un sujet vis-à-vis d'autres peuples, on le sait tous, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, la solidarité n'est pas évidente. Et elle n'est pas évidente pour une bonne raison, qui est les responsabilités de notre monde dans les désastres du monde d'aujourd'hui. Donc bien fait pour vous, 2 poids 2 mesures, et ainsi de suite. Et c'est à ça qu'il faut tordre le cou. Le 2 poids 2 mesures ne doit jamais être l'argument de l'indifférence. C'est comme dans les débats sur le racisme et les discriminations ici, c'est pas parce qu'il y a des discriminations nouvelles et virulentes contre les musulmans de France qu'il faut abandonner la cause de l'antisémitisme, et ainsi de suite. Bon, il faut tenir tout, ou ne s'occuper que de l'antisémitisme et oublier les autres discriminations. Le campisme, et c'est là-dessus que je voudrais venir, qui est une politique borgne, hein, une politique hémiplégique, a une histoire aussi. Et je pense qu'il a une histoire qui est très liée à ce que je viens de dire sur le stalinisme tout à l'heure. C'est-à-dire cette vision qui était dans la façon dont cette contre-révolution a tué l'internationalisme, cette vision d'effacer les peuples, au fond. Il n'y a plus que des États. Il n'y a plus de mouvement autonome des peuples. Et on ne raisonne que par rapport à des États. Et entre nous, pour moi, certains responsables de la gauche française actuelle ne parlent de ces questions internationales que comme s'ils étaient au pouvoir, comme s'ils dirigeaient l'État. Et ils en oublient les peuples. La pire indifférence que nous payons très cher aujourd'hui ayant été l'indifférence à l'égard de la révolution syrienne. Il faut lire le livre noir qui a été publié cet automne, là, au Seuil, sur la révolution syrienne. Si nous avions été plus présents sur la Syrie, si nous avions mieux accueilli, si nous étions mobilisés, si nous n'avions pas dit, pour certains, les bêtises qui ont été dites sur une histoire de pétrole, sur le fait que Bachar el-Assad devait être soutenu face à l'État islamique, que Poutine était en train de régler le problème, et il y a plein d'autres citations encore pires que je pourrais reprendre. Eh bien, si nous avions été au rendez-vous simplement d'un soulèvement démocratique, social, d'un peuple contre une dictature, et l'une des pires dictatures du monde arabe, ennemie de son propre peuple, au point de vouloir tuer son peuple. Hein. C'est soit la dictature des Assad, soit on brûle, hein, soit on brûle le pays brûlé, hein, soit on brûle tout, hein, on détruit tout, et cela a été la pratique d'extermination avec l'aide de la Russie à partir active de 2015. Si nous avions été à ce rendez-vous, nous aurions mieux compris, y compris en termes de technique de guerre. Un Syrien, quand il voit les ruines de Mariupol, il pense à Alep, c'est tout simple, et c'est ce qui s'est passé. Et cette façon de bombarder indistinctement, cette façon de déverser des choses inflammables sur les populations, et ainsi de suite, hein, sur les pratiques, les exécutions, les tortures, etc. Tout ça était là. Et sur la question du campisme, je voudrais aller jusqu'au bout pour aussi nous libérer de quelque chose qui, en France particulièrement, est pour moi problématique, qui est une forme d'anti-américanisme primaire. Bien sûr qu'il y a un impérialisme américain, bien sûr qu'il est responsable de grands désordres du monde, bien sûr qu'il a pratiqué la torture, bien sûr qu'il a envahi des peuples, des pays souverains, qu'il a détruit, et ainsi de suite. Et nous ne sommes pas les derniers à le dire et à le documenter ou à nous mobiliser contre. Bien sûr, bien sûr. Mais l'anti-américanisme primaire, c'est autre chose. Et c'est via le stalinisme, via le campisme du stalinisme, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale,
ça a été le recyclage de quelque chose qui, dans l'histoire française, qui est le grand laboratoire intellectuel des extrêmes droites européennes, qui vient de l'extrême droite. Il y a eu un livre qui s'appelle L'ennemi américain qui l'a largement documenté. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'anti-américanisme viscéral, le pays du melting pot, le pays où il y a des sauvages, le pays où il y a des noirs, le pays où il y a des juifs, le pays où il y a un capitalisme incarné par Rothschild, et ainsi de suite, c'est un discours d'extrême droite. C'est-à-dire cette façon d'oublier qu'il y a un mouvement ouvrier américain, d'oublier qu'il y a des radicaux du Parti démocrate américain, et qu'ils posent des bonnes questions, et qui sont là d'ailleurs, et qu'ils disent plein de bonnes choses, c'est-à-dire d'oublier les contradictions de la société américaine, et d'oublier même la tradition de libéralisme politique qui ne peut pas, qui est à gauche, et qui ne peut pas s'assimiler au libéralisme économique, eh bien c'est aussi quelque chose que nous payons aujourd'hui. Je cite dans le livre Orwell, je veux dire, dans la Deuxième Guerre mondiale, Orwell dit ça par rapport aux gauches anglaises qui, la première année, 40, avant Barbarossa, quand, je le rappelle, la Deuxième Guerre mondiale commence avec le pacte germano-soviétique, c'est l'annexion de l'ouest de l'Ukraine, c'est ça que Poutine impose dans ses lois mémorielles d'oublier. La Deuxième Guerre mondiale doit commencer avec Barbarossa. Elle ne peut pas commencer. On efface le pacte germano-soviétique. Du coup, on efface la Shoah aussi. Le film sur Babillard le rappelle. On est comme si c'était des crimes indistincts qui ont été commis. Mais Orwell, en 1940, une partie de la gauche britannique contre laquelle il se bat, tout en restant de gauche, dit voilà, les deux impérialismes, c'est une guerre entre impérialismes. On a eu ça aussi, y compris dans certaines tendances de l'extrême gauche française à l'époque. Et donc, c'est une guerre entre impérialismes. Et certains lui disent, regarde ce qu'on fait. Et à l'époque, il prend cette formule, il dit, par rapport à ce que faisaient les nazis en Pologne. On ne savait pas encore la solution finale, on n'était même pas passé encore à la solution industrielle. Et il dit, oui, bien sûr, ce que font les nazis en Pologne ressemble à ce que nous faisons en Inde. Mais nous pouvons le dénoncer ici. Nous pouvons le combattre ici. Et cette distinction n'est pas secondaire du tout, y compris par rapport à ce que vivent les amis russes dont nous sommes solidaires et qui sont dans une situation soit d'exil, soit d'emprisonnement, soit de risque pour leur vie. La Deuxième Guerre mondiale, bien sûr qu'il y a un impérialisme américain, bien sûr qu'il y a un impérialisme français, la majorité des troupes de la France libre sont des troupes coloniales, bien sûr qu'il y a des États-Unis qui se projettent avec leur propre logique impérialiste, et pour autant, il y a un danger, et ce danger a une dimension idéologique, à une dimension criminelle qu'il faut absolument combattre, essentielle, philosophique, principale, au cœur de ce régime. Je conclus sur cette question de l'internationalisme. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'aveuglement parfois à gauche, je pense que c'est vraiment lié à la façon dont, dans ces dernières années, et ça a traversé toutes sortes de courants. Je cite dans le livre toutes les citations de Jean-Pierre Chevènement, qui a été, on l'oublie un peu, pendant ces 10 dernières années, l'ambassadeur spécial de la France pour la Russie, qui, comme Marine Le Pen, a épousé toutes les positions dans ses déclarations, dans ses livres du régime poutinien, sur la Crimée, sur le Donbass, sur le fait que, un peu comme au temps de la guerre d'Algérie, une partie de la gauche française disait « est-ce qu'il y a une nation algérienne ?» Donc il met en doute qu'il y a une nation ukrainienne, etc. En clair, c'est la question du repli sur le national. Cette façon qui a traversé beaucoup de débats dans les gauches ces dernières années, de perdre le fil de l'internationalisme, de la compréhension du monde par l'internation, et de comprendre qu'on ne peut pas penser tous les défis que nous avons, qu'ils soient démocratiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient écologiques, sans passer par la dimension internationaliste dont certes, le CDTIM, par exemple, porte la flamme depuis toujours. Et c'est ce qui explique cette vision hémiplégique. Je ne comprends pas autrement, sauf à dire qu'il serait stupide, il ne l'est pas, les positions de Jean-Luc Mélenchon. C'est une vision d'État-nation, c'est une vision au nom d'un État-nation, comme s'il en était le président, qui ne voit plus les peuples.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autonomie des peuples. Il n'y a pas un peuple en Ukraine qui, avec l'Euromaïdan, se soulève dans sa contradiction, dans sa diversité, avec son extrême droite, avec son extrême gauche, avec son centre, avec ses corrompus, avec ses oligarques, mais il se soulève pour choisir son destin, comme se sont soulevés les peuples tunisiens, les peuples syriens, les peuples égyptiens, et dans un mélange, comme ça, les peuples font leur histoire et ils sont acteurs de leur propre histoire. Et donc l'internationalisme, c'est ce qui permet de tenir tous les bouts. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre ce fil, se rappeler que c'est ce fil qui a permis des renaissances à gauche. Les renaissances à gauche, dont nous sommes tous peu ou prou issus, viennent de ceux qui combattaient les aventures coloniales, qui combattaient autour des questions sociales en France et qui, en même temps, quand il y a l'invasion de la Tchécoslovaquie, quand il y a la répression de la Hongrie 15 ans avant, quand il y a la Pologne, eh bien, disent non et ne s'alignent pas sur la position étatique que, par exemple, prend le régime cubain en 1968, où le régime cubain, ce qui signale le moment de la fin du souffle révolutionnaire, même si, évidemment, il y avait les prolégomènes de l'évolution du régime castriste à ce moment-là. En 1968, le régime castriste soutient l'invasion de la Tchécoslovaquie, alors que, évidemment, pour toute notre génération, il n'en était pas question. Mais quand je dis tenir tous les bouts, et c'est là où on en vient au but de guerre, au fond, dans toutes mes conférences, mes interventions, je dis, voilà, je n'oublie pas la Palestine. Aujourd'hui, nous nous soulevons contre l'annexion, contre une guerre d'annexion, au nom d'un droit international qui est violé par un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous nous battons pour qu'il y ait une justice pénale internationale, au nom d'une CPI qui, comme vous le savez, n'a pas été reconnue par les États-Unis d'Amérique, ce qui fait qu'on a dû faire des tribunaux ad hoc sur le Rwanda, sur la Yougoslavie, pour contourner cet interdit. Eh bien, cela vaut partout. Et c'est pour ça que le but de guerre dans le soulèvement et dans la dynamique que crée interne en se battant sur le front social par rapport aux conséquences de la loi martiale, en se battant, on l'a publié récemment, sur les droits des LGBT en Ukraine. On a fait un reportage récemment à partir de gens qui combattent l'homophobie sur le front, dans le débat au sein de la société ukrainienne. C'est un moment de soulèvement qui doit permettre de réhabiliter tout cela. Et d'ailleurs, l'Ukraine a voté, aux grandes dames d'Israël, une résolution aux Nations Unies sur la question palestinienne qui était pertinente. En clair, nous devons tenir tous les bouts. Je dis ça parce que, nul hasard si je cite la Palestine. Il n'y a plus que 4 députés de gauche à la Knesset en Israël. Et ces 4 députés de gauche, je dirais que c'est une gauche valso-hollandaise. Il n'y a plus de gauche, à part Haaretz, je dirais, comme on pourrait dire, il y a Mediapart, non, je rigole. Mais voilà, mais un journal. Donc, voyez bien que ce que payent les gens de gauche en Israël, c'est d'avoir été indifférent, de ne pas avoir tenu tous les bouts, de ne pas avoir été au rendez-vous de l'autre. Et du coup, au bout d'un moment, ça gangrène et on arrive au fait que l'État qui est produit, né du crime européen, sa légitimité internationale vient de là, produit une extrême droite. L'origine ne protège de rien, totalement raciste, totalement effroyable, qui est aujourd'hui chargée de la sécurité. Je conclus par cela, c'est-à-dire cette question de comment se saisir de cet événement, pas pour le subir, mais pour au contraire réactiver un imaginaire. Nous savons bien que la guerre de Poutine crée sa prophétie autoréalisatrice. La tourelle américaine était braquée sur l'Asie, eh bien, à sa manière systématique, elle se rebraque ici et l'OTAN fait son travail, voilà, et s'implante et n'est pas pour autant la solution, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être d'abord au rendez-vous de la solidarité. Et au rendez-vous de la solidarité la plus active, y compris pour un combat militaire, parce que je ne crois pas que ce pouvoir puisse être défait par la diplomatie.
Je pense qu'il a besoin d'être défait et il y aura peut-être un moment difficile même face à nos gouvernants si l'armée ukrainienne arrive à repousser. Eh bien, il y aura le moment où beaucoup de gens vont taper sur l'Ukraine, sur son épaule et lui dire « Mais la Crimée, il serait temps de la céder, il serait temps de s'arranger sur la Crimée, hein, de discuter. » Et c'est aux Ukrainiens de décider. Bref, voilà, ce que je voudrais dire en dernier mot, c'est que quand je dis réhabiliter un imaginaire, je pense que ça oblige aussi, ici même, à réhabiliter l'imaginaire concret du fait que la question coloniale n'est pas derrière nous. C'est un impérialisme colonial. Et donc tous ceux qui, ici, dans le débat français, diabolisent ceux qui combattent sur ce front, qui ne sont pas justement des séparatistes, qui ne sont pas des minorités à diaboliser, qui posent au contraire les bonnes questions. Et donc je crois que pour les gauches, si tant est qu'elles se réveillent, être au rendez-vous de la cause ukrainienne aujourd'hui, c'est être au rendez-vous de l'essentiel et de l'imaginaire qui aujourd'hui doit être refondé, à l'image de ce que disait Édouard Glissant, « Agis en ton lieu, mais pense avec le monde ». Merci. Merci Edoui. Je voudrais rappeler que le réseau européen de solidarité Ukraine et sa branche française, n'est pas évidemment la seule organisation qui agit en solidarité avec les Ukrainiens aujourd'hui en France. Il y en a d'autres. Par exemple, le collectif de solidarité Ukraine, où on retrouve la Ligue des droits de l'homme, le comité français contre la faim et pour le développement, le comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire et d'autres ONG. Il y a le collectif pour l'Ukraine, pour leur liberté et pour la nôtre. Il y a les éditions Sileps qui participent aussi au réseau et qui font un travail absolument remarquable si vous voulez savoir ce que pensent les progressistes ukrainiens et pas seulement ukrainiens d'ailleurs. Je vous conseille les publications des éditions Sileps et il y en a d'autres. Tout ça est tout à fait important, même si ça n'a pas toujours l'écho que ça devrait avoir. Si je prends mon exemple personnel, j'étais la semaine dernière à Brest à l'invitation du collectif anti-nucléaire de Brest. Je rappelle que Brest, c'est en face de l'île Longue où sont les sous-marins nucléaires français, qui est un collectif qui regroupe notamment des anciens travailleurs de l'arsenal de Brest de la CGT. Et on était dans une salle entièrement décorée de drapeaux ukrainiens pour organiser une réunion pour la paix et la solidarité avec le peuple ukrainien. Et quelques jours plus tard, j'étais à Cahors, dans le cadre du Festisol, le Festival des Solidarités, avec l'organisation locale de soutien au tiers-monde, pour 2 réunions sur l'Ukraine. Ça, c'était mes expériences personnelles, mais en même temps, dans les mêmes dates, il y avait une réunion à Lyon, et il y avait des initiatives au Havre, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qu'il ne faut pas du tout négliger. Je vous signale aussi à ce point de vue-là que mercredi prochain, le 7 novembre, au siège de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, 17 passage de la Main d'Or, c'est pas très loin d'ici, il y a une réunion organisée par l'Assemblée européenne des citoyens et l'organisation allemande Austausch, qui est organisée avec Julia, Krasilnikova, qui est une des animatrices d'une très importante organisation de défense des droits humains en Ukraine, qui s'appelle Vostok SOS, Vostok SOS, comme on dit en Ukraine. Et si vous voulez avoir des détails sur le travail de ce type d'organisation, je vous rappelle qu'il y a aussi le Centre des libertés civiles, qui a eu le prix Nobel de la paix avec Mémorial et une figure des droits de l'homme de Biélorussie, qui font partie de ces sociétés civiles qui luttent contre la guerre. Donc, mercredi prochain, 17 passage de la Main d'Or à 18h. Et on va parler maintenant d'autres formes de solidarité qui nous concernent au premier chef. En Ukraine, il y a un mouvement syndical. Il y a un mouvement syndical dont on ne perçoit pas beaucoup la réalité ici, et pourtant il est actif. Il y a en particulier 2 confédérations, la FPU et la KVPU. La KVPU étant la plus petite mais la plus active, avec des syndicalistes, par exemple, des transports, de l'énergie,
de la métallurgie ou des mines, qui sont, par exemple, une partie de la direction du syndicat des mines et sur le front, hein, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés comme tout le monde, mais qui continuent leur travail syndical, y compris en participant à la défense nationale d'un côté et en critiquant certaines lois antisociales prises par la majorité du Parlement ukrainien et qui demandent le soutien des organisations syndicales et des travailleurs des autres pays. Et à ce sujet, nous avons demandé à Vervaine Angéli et je vais demander à Pierre Coutasque de la Commission internationale de la CGT de nous rejoindre pour nous parler des convois syndicaux auxquels ont participé des syndicalistes français. Vervaine Angéli fait partie de l'Union syndicale solidaire et qui me semble être quantitativement par rapport à l'ensemble des soutiens humanitaires, c'est pas forcément énorme, mais politiquement, idéologiquement, symboliquement, c'est extrêmement important. Je passe la parole. Donc, bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis militante syndicale donc, à l'Union syndicale solidaire et militante associative. Je dis deux mots là-dessus parce que donc, je suis membre aussi d'une association qui s'appelle le Convoi syndical. J'ai fait, avant de participer à 2 convois en Ukraine, plusieurs voyages avec cette association en Tchétchénie. Cette association était elle-même en fait issue d'une pratique pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il y avait eu une association qui s'appelait le Secours ouvrier pour la Bosnie. Alors, il y a quelques camarades dans la salle en fait, qui ont participé à différentes choses de ce point de vue-là. Et je dis ça pas pour reconstituer toute l'histoire, mais pour dire que dans le mouvement syndical, même si c'est des choses qui sont assez minoritaires, il y a des choses qui ont existé de ce type-là. Et que, par ailleurs, c'est aussi ça qui a permis qu'en fait, dès le 24 février 2022, il y ait une discussion entre militants et militantes de Solidaires sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et le fait que ça ait lieu à ce moment-là, c'est pas simplement pour dire on était sur la brèche, on était prêt, on était prête. C'est aussi parce que c'est quelque chose qui permet d'éviter la sidération, pas simplement le fait qu'on s'y attendait pas, etc., mais que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus et qui était dont on percevait que les conséquences allaient être extrêmement importantes. Et cette tradition-là, même si elle était petite, c'est quelque chose qui nous a permis tout de suite de discuter de ça. On n'a pas discuté simplement entre nous, on a aussi, parce qu'on avait des contacts préexistants, on va dire, avec des camarades de la CGT en responsabilité sur les questions internationales, on a aussi discuté avec notamment Pierre, qui est ici présent, ce qui fait qu'il y a eu le souci de prendre des initiatives précises sous la forme de convoi. Alors, l'idée de départ, c'est donc d'agir en tant que militant et militante du mouvement syndical, parce qu'il y a un mouvement syndical qui existe en Ukraine. C'est d'agir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'analyse, qu'il n'y a pas de réflexion sur les questions de fond qui ont été abordées là. Je veux dire, y compris, je renvoie au fait que les éditions Sileps publient une revue de Solidaires qui s'appelle Les Utopiques, qui vient de sortir notamment sur les questions guerre, impérialisme, etc., où il y a des réflexions sur ces enjeux. Mais ça veut dire aussi que la réflexion qu'on essaie d'avoir en tant que syndicaliste, c'est pour créer du lien avec des gens qui luttent sur le même terrain que nous-mêmes, mais c'est aussi pour avoir la capacité d'avoir nos propres réflexions et nos propres analyses à partir des contacts qu'on est capable de nouer à un moment donné dans ces situations-là. Et par rapport à ce qu'évoquait Edoui tout de suite sur la question de l'indifférence, je pense qu'on a été nous-mêmes extrêmement
préoccupé et sensible, et je pense que c'est vrai de l'Ukraine, mais c'est vrai d'autres situations. Et c'est ça qui nous fait échapper à un positionnement campiste ou à un positionnement tout simplement attentiste. C'est le fait que quand il y a un mouvement social dans un pays, et des luttes ouvrières, c'est d'abord ça qu'on regarde et c'est d'abord avec ça qu'on essaye de travailler et de militer. Donc, on a travaillé sous deux angles de notre côté. En France, donc, avec les discussions avec la CGT, et je pense que Pierre en parlera de façon plus détaillée tout à l'heure, on a travaillé dans le cadre d'une intersyndicale où tous les syndicats français, en fait, font partie de ça. Je le signale parce que alors, c'est pas la gauche, bon, mais c'est le mouvement syndical, et tout le monde est là, et c'est en France, ça veut dire que c'est pas nécessairement cette situation-là à laquelle on assiste dans beaucoup de pays, et y compris dans le cadre des contacts internationaux sur lesquels je dirai deux mots tout à l'heure qu'on a nous. Il y a aussi beaucoup de camarades qui expliquent à quel point c'est important aussi de montrer qu'en France, il y a toutes les organisations syndicales qui essayent d'agir ensemble là-dessus. Donc, cette intersyndicale, elle travaille à réunir des fonds et acheter du matériel en solidarité avec l'Ukraine. Elle a réuni à ce jour 300 000 €, si je ne me trompe, pour la FPU et la KVPU, dont il a été question tout de suite. Et comme première action concrète, donc j'ai participé avec d'autres camarades de la CGT à amener deux véhicules Renault Trafic, en fait, au mois de fin juin, début juillet, en Ukraine, un pour la KVPU et un pour la SPU, qui sont des véhicules qui servent de façon, alors je ne sais pas si c'est quasi quotidiennement, mais c'est de cet ordre-là, pour acheminer du matériel de solidarité, en fait, pour les réfugiés à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, c'est des choses qui ont une utilité immédiate. Et c'est un très gros travail des organisations syndicales, cette solidarité avec les réfugiés internes. La deuxième manière dont on a travaillé, nous, en tant qu'Union syndicale solidaire, c'est dans le cadre du réseau syndical international de solidarité et de lutte, qui est le réseau syndical auquel nous, on appartient, parce qu'on ne fait pas partie des grandes organisations syndicales internationales officielles, je dirais. On a travaillé à mettre en place des convois de solidarité. Il y a un premier convoi qui a été effectué fin avril, début mai, avec un 1er mai à Lviv, qui a permis, en fait, pour ce qui était de notre part, les premiers contacts physiques avec des militants et des militantes syndicales en Ukraine. J'insiste sur cet aspect-là des choses parce que, y compris ce qui nous a été signifié de façon forte, c'est que l'attente matérielle, l'aide matérielle, c'est des choses importantes, etc. Mais le fait de rencontrer les gens, de discuter avec eux et elles, etc., ça fait partie des choses qui sont vécues comme quelque chose de très important. Donc, des militants syndicaux, notamment des militants dans les transports, des cheminots, et des militants du syndicat des mineurs. Les camarades qui étaient présents, moi je n'y étais pas, ont y compris rencontré des militants du mouvement social, des militantes féministes, et je confirme y compris le vécu qu'ont eu nos camarades du fait que le mouvement social ukrainien, c'était quelque chose d'extrêmement divers, y compris avec des préoccupations qui sont aussi très fortement en lien avec celles qui peuvent exister dans nos propres organisations, dans nos propres mouvements sociaux ici.
En fin septembre, début octobre, on a fait un deuxième convoi qui est allé à Kryvyr, qui est une ville, on va dire, je dirais centre-sud-est de l'Ukraine, qui est une ville minière, une ville ouvrière importante, et qui est à une centaine de kilomètres du front. On a emmené à ce moment-là 40 000 euros, alors pas simplement solidaires, mais la délégation internationale, parce que c'est 2 délégations qu'on a fait donc à Lviv en avril et en septembre à Kryvyr, c'était des délégations internationales dans lesquelles il y avait des camarades italiens, des camarades brésiliens, des camarades polonais. J'insiste sur les Polonais, même si c'est une petite organisation, mais qui était absolument décisif parce qu'ils vont sans arrêt en Ukraine, en fait, et qu'ils ont assuré une base logistique absolument décisive pour permettre la totalité de ces choses-là, y compris avec des liens, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de tradition syndicale, etc., ou de tradition militante, mais le camion qui est allé à Kryvyr, c'est un camion qui était conduit par un ancien militant de Solidarność des années 80. Je veux dire, il y a aussi ces traditions-là, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des choses qui se passent éventuellement d'une génération à l'autre, mais il y a aussi ce genre de choses qui se fait. Donc, j'ai dit des camarades italiens, brésiliens, polonais, de l'État espagnol. Et donc on a amené à Kryvyr 40 000 euros de matériel, en sachant que l'essentiel de ce matériel était destiné aux syndicalistes qui sont dans la défense territoriale. Alors, dans la liste qu'ils nous avaient fait, ils avaient demandé beaucoup de choses, ils avaient demandé des gilets pare-balles, ils avaient demandé des casques, etc., toutes choses qui sont extrêmement difficiles à réunir ici, par des voies légales. En revanche, on a réussi à fournir un certain nombre de matériel, que ce soit du matériel de soins, que ce soit du matériel de communication, des talkie-walkie, que ce soit des générateurs, etc., qui sont extrêmement utiles aujourd'hui, même s'il y en a qui ont déjà été détruits sur des mines. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a amené, y compris on a constaté sur place à quel point cette question de la défense territoriale et l'engagement syndical dans cette défense territoriale étaient des choses importantes. C'est-à-dire qu'on nous a dit que le syndicat des mineurs de Kryvyr avait un quart de ses membres qui avaient rejoint la défense territoriale. Du coup, ça donne des choses auxquelles on ne s'attend pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on a des soldats, des gens en uniforme, dans des endroits qui sont des endroits militaires, en fait, et qui accueillent des syndicalistes et qui se prennent en photo avec des drapeaux syndicaux, etc. C'est des choses qui ne sont pas nécessairement perceptibles de façon évidente. En tout cas, on ne s'attendait pas nécessairement à la matérialisation de ce genre de choses, mais il y a des liens extrêmement forts entre, en tout cas, ce qu'on a constaté là à Kryvyr, entre le mouvement syndical et la défense territoriale. L'autre chose qu'on a constaté de façon très importante, c'est que ces syndicalistes qui ont une préoccupation extrêmement forte de résistance à l'agression russe, bien, ils ont en même temps, je veux dire, ils sont ancrés dans une pratique syndicale et dans je veux dire, c'est des gens qui portent du syndicalisme et de la revendication syndicale et de la revendication de transformation sociale aussi de façon très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler de la lutte contre les patrons des mines et de la métallurgie, que ce soit des oligarques, que ce soit ArcelorMittal, de la façon dont ces gens-là se comportent avec les militants syndicaux, mais aussi du gouvernement Zelensky, de sa réforme, notamment du Code du travail, des modes de négociation, de ce qu'implique la guerre, y compris en transformation, en fait, pour les gens qui travaillent. Alors, sans parler du fait que, par exemple,
Il y a aussi des mineurs, je veux dire, les coupures d'électricité, c'est aussi des gens qui ne peuvent pas remonter du fond de la mine. Donc, alors, qui ne peuvent pas remonter, il y a des précautions qui sont prises, etc. Mais ça veut dire que dans la façon dont les gens travaillent, il y a véritablement quelque chose qui a énormément de conséquences dans ce type d'endroit. Et aussi, autre thème qui est aussi une question importante pour eux, qui est la question de la lutte contre la corruption. Donc, en faisant ça, et de façon, je dirais, aussi modeste, bien, parce qu'on sait que nos visites, nos achats de matériel, etc., c'est des choses qui pèsent de relativement peu par rapport d'abord à ce que d'autres, je veux dire les gouvernements, même si on peut ne pas être satisfait de ce qui est fait, etc., mais je veux dire, et y compris par rapport à ce qui est nécessaire, bien, on a la conviction que c'est quelque chose d'absolument important à faire, qu'on est attendu, je veux dire, qu'on est suivi. On reçoit des masses de photos de ce qui est fait. Alors, je parlais des camionnettes tout à l'heure, mais on reçoit des photos de nos talkie-walkie, des sacs de couchage qu'on a envoyés, je veux dire, des photos de ce qu'on a amené pour les militantes du syndicat qui nous demandaient des armes des choses de protection individuelle, etc. Donc ça fait partie des choses qui nous semblent absolument importantes et en tout cas qui nous a, je veux dire, ces voyages, ces convois nous ont confortés dans l'idée que, je veux dire, c'est un choix syndical, c'est un choix internationaliste, c'est un choix anticolonialiste et que c'était absolument décisif de faire ça. Encore 2 mots et puis j'arrête là. On continue à collecter de l'argent, on continue à prévoir, alors on n'a pas de date de nouveaux voyages, hormis, je ne sais pas où il est là, Pierre, excuse-moi, hormis le convoi intersyndical qui va partir, etc., auquel on participera de toute façon. Mais on continue de toute façon à récolter de l'argent et à prévoir de retourner sur place parce que les besoins sont énormes, c'est-à-dire, je veux dire, les camarades sur place, ils demandent en permanence des vêtements chauds, des sacs de couchage, je vous ai dit sur les générateurs, etc. Voilà. Et aussi pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes blanches, dont moi aussi je fais partie, dans cette salle. En même temps, dans le syndicat, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas simplement les têtes blanches qui étaient sensibilisées sur cette question. C'est-à-dire qu'on a aussi réussi, où elles se sont aussi mobilisées de façon rapide là-dessus, des camarades beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas ces traditions militantes et qui n'ont pas nécessairement un background politique d'extrême gauche ou quelque chose comme ça, mais des gens qui ont véritablement, à partir d'une pratique syndicale internationaliste, voulu s'impliquer dans ces affaires-là. Donc c'est aussi quelque chose qui me semble être important à signaler. Et puis dernier point, donc je renvoie à SILEPS, donc, qui fait effectivement un travail remarquable sur ces questions. Il y a une petite brochure, alors moi j'en ai tout un paquet qui est là, qui sont des témoignages des convois syndicaux. Et il y a, entre autres, je cite les choses qui sont de notre syndicat, le numéro des utopiques sur les questions guerre, paix, etc. Voilà. Oui, merci. Vervaine a déjà dit beaucoup de choses. Tu as quasiment présenté le menu détail de ces convois syndicaux, dont l'un d'eux, sans doute le plus important, en tout cas en termes de proportion, effectivement a déjà convoyé 2 véhicules en Ukraine, pour les donner d'ailleurs aux Ukrainiens, et s'apprête effectivement
à faire partir 6-19 tonnes, sans doute, avec une centaine de palettes d'aide humanitaire qui a été établie sur la base des listes que nous communiquent effectivement les partenaires ukrainiens de ce convoi, à savoir les deux organisations syndicales de masse, la KVPU et la FPU. On en a déjà parlé. Mais du coup, comme tu as longuement détaillé tout ça, je vais peut-être me centrer sur des réactions aux propos qui ont pu être tenus ce soir. Peut-être pour commencer, rappeler que l'inqualifiable invasion de Poutine le 24 février dernier se faisait en toile de fond d'une Ukraine qui a été martyrisée au moins à 9 reprises. C'est là, en tout cas la 9e fois qu'elle est martyrisée au cours des 130 dernières années. Et si je veux le dire ce soir, c'est pour faire écho à ce qu'une partie de la gauche qui est dans le doute, tu le disais Louis, renvoie parfois avec cette Ukraine à fleur de peau dont on considère qu'elle est dans l'exagération quand elle renvoie la réalité de ce qu'elle vit au quotidien. Non, elle n'est pas dans l'exagération parce qu'elle a vécu, je le disais, au moins 7 plaies, 9 même si on ajoute la guerre du Donbass puis la guerre actuelle. 7 plaies au cours du XXe siècle et on peut commencer avec les pogroms de 1905-7 qui ont été vécus évidemment principalement par la population juive mais qui étaient stationnés dans la zone d'exclusion, donc entre le Bélarus et l'Ukraine actuelle, la guerre civile où 9 morts sur 10 meurent sur le sol de l'Ukraine, même s'ils ne sont pas tous ukrainiens, parce que la guerre civile se déroule principalement, évidemment, sur cette zone-là du monde, de l'Empire russe, je veux dire, de l'Empire tsariste. Le Holodomor, en 1932, avec là aussi des millions de victimes. La Deuxième Guerre mondiale, où 14,5 des 27 millions de morts soviétiques, civils et militaires, là encore interviennent sur cette terre ukrainienne. La guerre d'Afghanistan, je l'inclus dans cette longue liste, parce que quand on regarde la politique de conscription de l'URSS dans la guerre d'Afghanistan, elle ne reflète pas du tout la proportion des nationalités qui composent l'URSS, et de ce point de vue-là, c'est un crime que pratique aussi d'ailleurs l'Empire français lorsqu'il envoie au front en 1914 ou en 1939-40 des troupes dites indigènes. Là, on a une proportion de peuples d'Asie centrale et une proportion d'Ukrainiens qui est largement supérieure à leur propre proportion dans la composition ethnique de l'URSS. Et enfin, la catastrophe de Tchernobyl qui, elle, va rendre inhabitable une partie de la zone autour de la centrale, à cheval entre le Bélarus actuel et l'Ukraine. Donc ce sont les 7 plaies ouvertes de 1905 à 1986. S'y ajoutent évidemment les 2 derniers actes dont Poutine est l'entier responsable, la guerre du Donbass de 2014 et la guerre actuelle commencée le 24 février 2022. En disant cela, je voulais donner cette toile de fond parce que je trouve qu'elle manque parfois et c'est bien qu'une voix autre qu'une voix ukrainienne le rappelle. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire ce soir. Vous me pardonnerez cette digression. Je l'ai fait sans mandat de la CGT évidemment, mais je me suis dit, en amateur de l'histoire, voilà, j'avais envie de donner cette vision-là des choses. Mais je ne parle pas tout à fait sans mandat de la CGT quand même. Sur cette partie historique, certes, oui, mais je veux dire ici que la CGT appelle à la manifestation de samedi prochain et que la CGT a tout de suite pris des positions très claires. Je parle bien de la CGT avalisée, confédérale, voilà, de l'appareil confédéral. Il y a eu, dès le surlendemain, je crois, de la guerre, une déclaration intersyndicale qui appelle un chat, c'est-à-dire Poutine l'agresseur. Et il y a eu très vite une démarche que la CGT a adoptée en pleine conscience, j'ai envie de dire, de construire une solidarité intersyndicale avec l'Ukraine. Et je reviens sur une partie de ce que tu as exposé, Verveine. Effectivement, c'est assez remarquable de voir que l'ensemble des organisations syndicales sur 2 sujets, et seulement sur 2 sujets, travaillent ensemble. Ce n'est pas la réforme des retraites à venir, malheureusement, pas encore peut-être. C'est la question iranienne et la question de l'Ukraine. Donc moi je trouve qu'il faut le mettre au crédit de cette capacité du syndicalisme à voir un certain nombre de choses. Et je ne partage pas ton pessimisme. Je pense que les organisations de gauche, associatives, politiques et syndicales, ont un problème, c'est vrai, mais le gèrent en laissant vivre 2 sons de cloche en même temps. La plupart des forces
sont comme ça, un coup de balancier, ça part d'un côté, un coup de l'autre, etc. C'est pas satisfaisant, je suis bien d'accord. Moi, en tant que militant syndical, là, je prends ma propre parole. Je trouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus clair. Mais pour gérer la complexité de la situation, il y a ce choix, en fait, de laisser la ligne osciller, un petit peu la parole osciller. Bon, c'est pas satisfaisant, j'en suis bien conscient. Et donc, on essaie concrètement, dans la réalité du quotidien, de surpasser cette difficulté, d'où cette démarche intersyndicale, d'où notre démarche en direction des organisations de la CGT, en ce qui nous concerne en tout cas, d'éclairer sur un certain nombre de faits, et les faits que nous retenons pour qualifier la situation, ce sont les faits sociaux et les faits syndicaux. Et là, la réalité s'éclaire d'un jour, je pense, assez limpide. Lorsqu'on regarde le bilan social du poutinisme, on ne peut qu'être convaincu du fait que ce régime est un régime absolument abject sur les questions sociales, fasciste, en tout cas, oui, fascisant, j'allais dire, mais on peut dire fasciste aujourd'hui, en tout cas depuis le 24 février. Prenons sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est un régime qui a mis en place une oligarchie de cooptation, finançant son propre fonctionnement, organisant la mise sous coupe franche du service public, d'ailleurs il s'en préoccupe que très peu, et le fait de servir à la fois des intérêts particuliers, ceux des clans du pouvoir, et les objectifs géopolitiques du pouvoir en finançant cette politique-là. Sur le plan social, pour ne retenir que 2 exemples, parce que la liste serait beaucoup trop longue, je vais prendre juste les deux réformes antisociales qui ont donné lieu aux mobilisations syndicales les plus fortes sur la dernière période. La loi dite de monétisation, c'était quasiment au démarrage, à l'arrivée de Poutine au pouvoir. Que veut dire ce terme bizarre de monétisation? C'est en fait une loi qui a transformé tous les avantages sociaux en enveloppe, mais qui dispensait l'État, à partir du moment où l'enveloppe était donnée aux citoyens, d'assumer un quelconque engagement social. Donc c'est une manière de se désengager en échange d'une enveloppe qui, d'ailleurs, avec le temps, évidemment, devient une poignée de copecs. Et la deuxième grande réforme qui a donné lieu à une mobilisation sociale importante, c'était en 2018, la réforme des retraites, qui était extrêmement violente, qui a donné lieu à une mobilisation forte des syndicats libres en Russie. Malheureusement, le pouvoir n'a pas reculé là-dessus. Sur le plan politique, on a, tu l'as dit Edoui, un pouvoir qui est en extrême proximité avec l'extrême droite, qui a clairement des accointances très fortes. Et prenons pour exemple le Front National en France, évidemment, il y a ces liens de financement, mais ces liens sont très anciens. Je veux citer juste une date marquante, le congrès de Lyon du Front National, à l'époque il était encore Front National à Lyon, en 2014. À cette époque-là, le pouvoir de Poutine envoie son émissaire, puisqu'il est en accord de jumelage avec le Front National, donc Yedin Arassi, le parti de Poutine, envoie l'un de ses représentants à Lyon. Il s'appelle Andrei Issaïev, il est numéro 2 du parti de Poutine à la Douma, mais aussi numéro 2 des syndicats dits indépendants, mais qui n'ont d'indépendants que le nom, puisqu'ils mangent depuis des années dans la main de Poutine. Donc voilà sur le plan politique ce que l'on peut dire, et sur le plan géopolitique, effectivement, c'est un pouvoir qui multiplie les actes d'impérialisme, que ce soit en interne, si je puis dire, avec les guerres internes de Tchétchénie, ou en externe avec la Syrie, la Géorgie et aujourd'hui l'Ukraine. Autre point, et ce sera d'ailleurs mon dernier, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, j'ai peur d'être un peu long, surtout que je fais un peu ça au débeauté, c'est que notre attention, elle était évidemment centrée sur la question des droits sociaux dans la zone. La guerre est la première ennemie des droits sociaux, et ils sont aujourd'hui dans le viseur dans les 3 pays qui sont concernés par cette guerre, parce qu'on oublie souvent le 3e, on l'a à peine évoqué ce soir. En Ukraine d'abord, il y a une loi le 17 août dernier, vous avez dû le suivre, qui a suspendu l'application du Code du travail pour 70% de la main-d'œuvre ukrainienne. Donc c'est une loi qui prend appui sur la loi martiale en prétextant le fait de devoir soutenir l'effort de guerre, mais qui produit une victime collatérale. Ce sont les droits sociaux et le droit du travail. Il y a eu une mobilisation assez forte dans le contexte contraint que connaît l'Ukraine actuellement des organisations syndicales qui sont nos partenaires, nos camarades de la FPU et de la KVPU ont tenté de mener la lutte et de porter la question notamment devant l'Organisation internationale du travail, malheureusement sans succès dans le courant de l'été, mais donc nous avons
à l'occasion dans le cadre du convoi syndical et ailleurs, exprimer tout notre soutien aux organisations ukrainiennes dans cette lutte. En Russie, il est inutile, là aussi, là surtout, j'ai envie de dire, dégrainer la liste longue des mesures antisociales qui sont prises depuis le 24 février, à commencer par d'ailleurs la criminalisation du sentiment pacifiste, qui a été aussi qu'ont tenté d'exprimer les organisations syndicales réellement indépendantes du pays. Je pense à la Confédération du travail de Russie, la KTR, et qui du coup, depuis cette loi, risque une interdiction si elle répète le sentiment pacifiste qu'elle a pu courageusement exprimer à l'écrit le 25 février, le lendemain de l'invasion. Mais ces mesures antisociales, elles s'égrènent malheureusement comme des perles. On pourrait citer la mobilisation de l'industrie de guerre, le dépassement des horaires autorisés, le fait que les salaires sont à peine versés en ce moment, le fait que l'État a mis en place ce qu'on pourrait appeler des Strafni Bataillons. Vous savez, ce sont ces bataillons de prisonniers politiques ou de droit commun qui, en 1940, étaient envoyés au front dans les premiers rangs des appelés. Là aussi, le pouvoir butant sur la mobilisation qu'il a tenté en septembre dernier, a autorisé l'enrôlement dit volontaire. En fait, on pense bien évidemment que dans les prisons russes, il n'y a pas toujours le loisir de refuser. Et donc, des centaines de détenus partent aujourd'hui pour le front dans ces bataillons très particuliers. Et puis je vais terminer sur les droits sociaux au Bélarus, parce que c'est l'oublié de l'histoire, le Bélarus, bien malheureusement. Au Bélarus, il y a une organisation libre qui s'appelle la VKDP, la Confédération des syndicats démocratiques du Bélarus, et qui, en fait, depuis le jour même de la guerre, a exprimé des sentiments extrêmement pacifistes, extrêmement affirmés, de soutien à l'Ukraine aussi, parce que je pense qu'ils sont très conscients de vivre un destin commun. Et donc ces sentiments répétés valent aujourd'hui à 39 syndicalistes du Bélarus, dont toute la direction du syndicat, d'être soit en attente de jugement, soit déjà jugés, avec des peines de prison qui ont déjà été prononcées à l'encontre de plusieurs d'entre eux. Je pense notamment à la direction complète du syndicat des étudiants, dont les 4 principales dirigeantes, ce sont des filles, ont écopé de peines de prison de 3 ans, ou de 2 ans et demi, je ne me souviens plus, 2 ans et demi. Donc il y a quelques semaines seulement. Et je veux citer pour terminer par ces paroles-là, le principal dirigeant, le président du BKDP, Alexandre Yarochouk, qui depuis le 19 avril, soit quelques jours après cette déclaration que je vais vous lire, est en détention en attente d'un jugement qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année, avec une peine de prison qu'il risque de 15 ans. Comme il a 70 ans, on imagine que cette peine de prison pourrait se terminer pour lui entre 4 murs. Et donc, il disait le 29 mars dernier, « Peu de régions du monde ont connu dans leur histoire de guerre aussi meurtrière que la nôtre. » Il parle de l'Ukraine et du Bélarus. « Nous devons tout faire pour retrouver notre dignité, pour que la Biélorussie ne soit jamais considérée comme un agresseur militaire. Le nom de notre pays, les noms de nos villages et de nos villes ne doivent pas incarner la menace et le danger pour le peuple de l'Ukraine. La guerre de la Russie en Ukraine est un crime. Nous pouvons l'arrêter, nous devons l'arrêter. La majorité des Bélarusses, ne veut pas que notre pays participe à la guerre en Ukraine. Nos descendants ne nous pardonneront pas notre silence au moment le plus critique de notre histoire. Exigez sur vos lieux de travail, au nom des collectifs de travail, non à la guerre, non à la participation de la Biélorussie à celle-ci. Exigez l'interdiction d'envoyer des troupes bélarusses en Ukraine. Exigez le retrait des troupes russes d'Ukraine et de Bélarussie. Voilà. Merci. Je voudrais vous signaler un paradoxe qui nous renvoie aussi, même si on n'est pas très très nombreux et si on n'est pas très très jeune en moyenne dans cette salle, nous renvoie à nos propres responsabilités. Ces jours-ci, il y a eu, par exemple, je vous ai cité plusieurs cas de militants de mouvements ukrainiens qui sont venus en France ou qui vont venir. Je vous ai dit mercredi prochain, Vostok SOS, par exemple. Il y a quelques jours, il y avait une délégation de plusieurs mouvements écologistes ukrainiens en France, notamment le réseau qui s'appelle Éco-Action, et dont une députée
de la Rada de l'Assemblée nationale ukrainienne. Une députée de la majorité présidentielle, je précise. Alors, la majorité présidentielle ukrainienne, c'est à peu près aussi consistant politiquement que La République En Marche en 2017, c'est-à-dire c'est le parti du président, mais il y a à peu près n'importe quoi dedans. C'est un peu élu dans les mêmes circonstances, quelque part. En tout cas, celle-là, elle a une vraie sensibilité écologique qu'elle a démontrée dans des combats concrets sur les ravages, pas seulement les ravages de la guerre, c'est aussi les ravages de certaines politiques par rapport à la situation environnementale en Ukraine. Elle a été reçue par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, enfin la délégation a été reçue par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et par la Commission du développement durable. Et à cette occasion, le groupe parlementaire La France Insoumise a reçu la délégation écologiste et en a fait publiquement état, ce qui est très bien. On voit très bien pourquoi le groupe parlementaire de La France Insoumise, depuis 9 mois, n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir un seul contact avec la gauche ukrainienne, mais ils ont reçu les écolos. Très très bien. D'ailleurs, le groupe Vert, par contre, qui a réussi à avoir quelques vagues contacts avec la gauche ukrainienne, n'a pas reçu les écolos ukrainiens. Alors, allez pas chercher là-dedans des grands calculs et des choses comme ça. C'est n'importe quoi, mais c'est malheureusement un peu l'état de la gauche. Alors, ils se sont réveillés après coup, les écolos, en disant, mon Dieu, les écolos, il faudrait peut-être qu'on les voie, enfin, etc. N'importe quoi. Alors, prenons la chose positivement. Il y a enfin des gens qui, dans la gauche française, parce que c'est de la gauche qu'on parle, bien entendu, il n'y a pas que la gauche dans cette histoire, mais ici, nous sommes dans une assemblée de gauche. Dans la gauche française, il y a des gens qui se réveillent et qui se disent, il y a peut-être des choses à faire par rapport à l'Ukraine, autrement que éviter le problème ou faire des grandes déclarations creuses. Il y a encore beaucoup de gens qui évitent le problème ou qui ont des grandes déclarations creuses. Mais il y en a qui commencent à se remuer, j'espère qu'ils vont se remuer plus. Nous faisons circuler en ce moment un appel signé par des personnalités demandant le retrait des troupes de Poutine de toute l'Ukraine et expliquant que si on veut avoir une paix juste et durable et si on veut avoir n'importe quelle négociation, il n'y a de négociations pouvant aboutir à une paix juste et durable que si cette condition-là, le retrait des troupes d'agression du territoire agressé, est mis comme principe de base. Cette déclaration, ces jours-ci, ces heures-ci, vient d'être signée par un certain nombre de députés, y compris des députés significatifs, de groupes de gauche en France. J'espère qu'il y en aura plus dans les heures qui viennent. Je signale que, comme pour la manifestation de samedi prochain, la gauche politique est très en retard sur les syndicats, puisque Philippe Martinez, par exemple, a signé la dite déclaration et que la CGT, la FSU et Solidaire appellent à la manifestation de samedi. Alors, si vous voulez faire honte à ceux que vous connaissez dans les partis que je viens de citer, je rajouterai le Parti Socialiste et le Parti Communiste, non, vous faites les gars, vous faites quoi? Alors, c'est pas du tout négligeable, parce que il existe dans une grande diversité, c'est pas quelque chose de monolithique, de puissant, d'énorme et tout, mais il existe des mouvements progressistes importants en Ukraine, importants et actifs, qui sont, comme ça a été décrit, dans la défense nationale, parce que tout le monde est dans la défense nationale, mais qui ont leur autonomie, qui mènent leur combat pour les droits, pour l'écologie, pour le droit social, etc. Et puis il existe une droite, qui d'ailleurs est largement présentée dans le gouvernement ukrainien. Enfin, le gouvernement ukrainien et aussi le gouvernement de la défense nationale. Pour le moment, ce n'est pas le sujet de ce point de vue-là, mais enfin, c'est quand même une majorité parlementaire de droite, donc on peut qualifier, sans l'insulter, je pense, de droite libérale, et puis une extrême droite qui n'est pas aussi importante qu'on vient de le dire, mais qui existe. Quand les gauches françaises prennent des positions ambiguës ou font des déclarations stupides, c'est immédiatement relayé, je dis bien immédiatement, par les médias russes. Et le résultat, évidemment, par exemple concret, la députée de la Rada écologiste qui était à Paris ces jours-ci, on a vu sur des photos, on l'a vu à côté de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. Très bien. Bon, très bien. Le lendemain, le groupe LFI s'est abstenu dans des conditions pas très claires
enfin pour des raisons pas très claires, on a évoqué cette résolution que le Parti communiste a votée, mais pas la France insoumise. Immédiatement, ça a été répercuté par les médias russes. Immédiatement, ça a été repris par la droite ukrainienne en disant « regardez ça, vous soutenez les gens qui soutiennent les Russes ». Ce qu'on fait ici n'est pas sans incidence sur ce qui se passe là-bas. Et en même temps, les descriptions que vous venez d'avoir sur l'importance, évidemment, quantitativement, c'est des gouttes d'eau, mais qualitativement, l'importance fondamentale du fait que le soutien au mouvement progressiste ukrainien, je dirais le soutien au mouvement homologue, au mouvement fraternel ukrainien, mais aussi aux Russes ou aux Bélarusses, est fondamental pour l'avenir. Les camarades ukrainiens des syndicats qui ont été cités nous disaient il y a des lois anti-ouvrières qui ont été prises, anti-droit du travail qui ont été prises par la majorité en Ukraine, mais ces lois ne disent pas forcément ce qui se passera une fois la fin de la guerre. S'il y avait une grosse mobilisation européenne, de la gauche européenne, pour dire pas de ça, ça renforcerait considérablement notre rapport de force pour faire que ces lois ne soient pas pérennisées après la guerre. Ça aurait un effet immédiat, concret, sur le gouvernement ukrainien. Mais comme on n'entend rien, à part vous, pour le moment, ça n'a pas d'effet. On veut vous voir, on veut vous connaître, on veut que vous soyez présents dans la solidarité avec les Ukrainiens en général, dans la solidarité avec nous en particulier. Faites quelque chose. Et voilà, je vous renvoie le sujet. Absolument. Il faudrait que la gauche soit présente et parle avec les Ukrainiens de France qui sont là. Alors en ce qui nous concerne, évidemment, on parle avec les Ukrainiens de France, ils sont dans la salle, enfin au moins certains de leurs responsables, mais tu as raison, il y a régulièrement des manifestations d'Ukrainiens, il y a des manifestations en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de peuples en lutte, comme vous avez remarqué. Donc ça fait beaucoup de manifestations. Je dis ça parce que tout à l'heure, j'étais en communication avec la préfecture de police pour notre manifestation de samedi prochain. Et le fonctionnaire, je ne sais pas s'il est syndiqué, m'a dit « Bon, on a beaucoup de boulot en ce moment parce qu'il y a plein de manifs. » Je lui ai dit « Oui, je sais. » Mais je vous rappelle qu'on est dans une salle syndicale ici aussi et qu'il y a des horaires à respecter. Nos camarades de la Bourse du Travail nous le rappellent volontiers. Donc je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour une petite... un petit peu de questions s'il y en a. Ah, Jean-Pierre. Pour confirmer qu'en Ukraine, ils nous voient. Ils nous voient et nous suivent. Et c'est très important pour eux, c'est un grand soutien moral. Il y a le front, nos frères et nos sœurs sont en première ligne. Il y a toute l'intendance, la deuxième ligne. Je nous appelle la troisième ligne. La communication est régulièrement, encore avant-hier, deux amis maintenant sont arrivés de Kherson. À Kherson, ils ont montré ce que nous faisions, des personnes, des hommes et des femmes surtout. Quand ils nous ont vus, ils en ont pleuré. Ils ont pleuré de notre soutien.